bienvenue encore à tous et à toutes. Je vous rappelle juste les petites règles que nous nous sommes mis. Donc, les micros seront tous désactivés par défaut afin qu'il n'y ait pas de bruit parasite pendant nos échanges. Ce sera à vous de les allumer quand on vous donnera la parole. Vous avez la possibilité de vous exprimer par le chat. Vous avez la possibilité de lever la petite main qui est tout en haut à côté du petit bonhomme. Et vous lèverez la main et ça voudra dire que vous voulez intervenir. Dans ces cas-là, nous vous redonnerons la parole. Je suis à la fois la présentatrice et la gardienne du temps. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Donc, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet. Je vous fais une petite présentation rapide et après, je passerai la parole à notre accompagnatrice spécialisée, Betty Molin, qui se présentera elle-même. Donc, nous avons voulu commencer cette vague d'ateliers par comment développer une intimité, une vie affective, une sexualité épanouissante pour se projeter et ou envisager une vie familiale avec le handicap. C'est un très grand titre pour un atelier qui va aborder beaucoup de thèmes, évidemment, la vie sexuelle, la vie affective, le désir d'enfant, la question des parents en situation de handicap, la place pour la vie intime, affective et sexuelle en collectivité, la place des professionnels, quel que soit le lieu de vie, le respect de l'autodétermination, l'accompagnement à la prise de décision, etc., etc. Ça, ce sont des thématiques que nous avons imaginées. J'imagine qu'il y en aura d'autres. Hier, nous avons parlé d'adoption. Hier, nous avons parlé de plein d'autres choses. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, ce sera pareil. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et je ne prends pas plus longtemps la parole, on va le faire comme ça. Je laisse directement la place à Betty Molin qui va nous présenter le planning familial, car il me paraissait intéressant que ce soit elle qui ouvre un petit peu cet atelier et qui va, j'en suis sûre, provoquer plein de réactions de votre part. Betty. Juste un petit mot pour vous rappeler que cet atelier fait l'objet d'un enregistrement. J'avais oublié ce détail, ouais. Oui, puisque nous proposons évidemment le replay de ces ateliers, donc il faut bien enregistrer. Voilà. Betty, je te laisse. Très bien. Merci, Julia. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, en préambule, je tiens à vous dire que je ne suis pas une grande habituée des webinaires et donc merci pour votre indulgence, votre compréhension. Donc, je remercie le comité parentalité au nom du planning familial. Et donc, je vais me présenter. Je m'appelle Betty Molin. Je suis conseillère conjugale et familiale et je travaille au planning familial de Lyon. Je fais partie du groupe de travail national qui porte le programme Handicapés alors du planning familial. Et je suis aussi référente régionale pour le programme Handicapés alors. Et depuis le début de l'année, je suis coordinatrice du futur centre ressources vie intime, affective, sexuelle et soutien à la parentalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc je vais vous présenter le planning. Je vais partager mon écran avec un petit PowerPoint. Est-ce que c'est tout bon ? C'est tout bon. C'est tout bon. Voilà, donc la thématique, comment développer une intimité, une vie affective, une sexualité épanouissante pour se projeter et envisager une vie familiale avec le handicap, tout un programme. Je vais vous expliquer tout ça, ce que l'on fait au planning. Donc avant, on va commencer par une présentation du planning familial parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse bien cette association. Donc c'est bien une association, loi 1901, qui a été créée en 1956 à Grenoble, dans la région Rhône-Alpes. Et ça s'appelait à l'époque la maternité heureuse. Donc cette association a été créée pour limiter, on va dire, le nombre d'enfants qui arrivaient dans les familles. C'est vraiment pour simplifier.
À un moment donné, les personnes se sont mobilisées pour pouvoir mettre en place la contraception, enfin permettre l'accès à une contraception pour limiter le nombre de naissances. Donc cette maternité heureuse est devenue le mouvement français pour le planning familial en 1960. Bien sûr, le mouvement français pour le planning familial a largement participé avec le mouvement de libération de la femme, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, donc dans les années 73-75. Et donc, on dit aujourd'hui que le planning familial, c'est un mouvement féministe, bien sûr. Alors, à la fin, vous voyez, je vois le planning familial, c'est toujours le mouvement français pour le planning familial, mais aujourd'hui, on l'identifie plus comme le planning familial tout simplement. Et le mot d'ordre, c'est libre de ses choix, le mot d'ordre actuel. Alors, comment est organisé le planning familial ? Donc, nous avons une confédération nationale qui se trouve à Paris, dans le 11e arrondissement. Nous avons des fédérations régionales qui sont plus ou moins structurées selon les régions. Et nous avons surtout 75 associations départementales. Et c'est là où c'est plus intéressant pour vous qui êtes sur le terrain et qui avez certainement des besoins et des attentes et des questions par rapport aux actions que nous menons. Donc, le planning familial est organisé en associations départementales qui gèrent. Alors, toutes les associations départementales du planning ne sont pas, là aussi, structurées de la même manière. Vous avez certains départements où il y a des grosses associations départementales avec beaucoup de personnes salariées ou bénévoles, et d'autres dans certains départements plus petits où il y aura uniquement des bénévoles ou un ou une salariée seulement. Vous voyez ? Donc, dans certains départements, vous aurez des CPEF, enfin des gestions de CPEF, centres de planification et d'éducation familiale, qui vont très bientôt s'appeler centres de santé sexuelle. Et donc, on y reviendra, mais c'est vrai que ces CPEF, c'est important pour que vous les repériez, pour justement savoir où on peut poser des questions, chercher des réponses à vos questions, pouvoir bénéficier d'une consultation aussi médicale. Voilà, c'est des centres qui sont assez importants, mais malheureusement, il n'y en a pas dans tous les départements. Vous avez également les EVARS, ce sont des établissements vie affective, relationnelle et sexuelle. Là encore, il n'y a pas des EVARS dans tous les départements, mais c'est le fait d'avoir des EVARS qui fait qu'on va pouvoir intervenir dans les écoles, dans les collèges, les lycées, et dans tous les établissements, également dans le champ du handicap, pour faire de l'éducation à la vie affective et relationnelle. Le planning familial, c'est aussi un organisme de formation. Donc, on verra plus loin dans la présentation que les professionnels qui interviennent, qui accompagnent les personnes dans le champ du handicap peuvent venir se former au planning familial. Nous avons également un numéro vert national pour répondre aux questions de sexualité, avortement, contraception. Et bien évidemment, le planning familial, ce sont aussi des actions politiques, hein, un engagement militant très fort que l'on retrouve dans toutes les associations départementales, avec un véritable plaidoyer donc en faveur du droit, un plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour défendre l'égalité des droits et garantir l'accès aux droits en matière de santé sexuelle. Le planning familial et ses objectifs. Donc très rapidement, il s'agit de prendre en compte toutes les sexualités, bien évidemment, d'accompagner dans le choix d'une contraception, d'écouter et d'orienter les personnes qui font des demandes, qui ont des demandes d'avortement, lutter contre les contaminations par le sida et les IST, infections sexuellement transmissibles, promouvoir l'éducation à la sexualité, dénoncer et combattre toutes les formes de violence et soutenir la parentalité.
C'est les plus grands objectifs que nous avons. Donc, le planning familial, c'est donc une association qui s'adresse, qui relève du droit commun. Mais pendant des années, donc, le planning familial intervenait dans les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap et en particulier à l'époque des contaminations par le VIH-Sida. Donc, il y avait une circulaire qui avait été adressée aux établissements, demandant aux établissements de faire de la prévention par rapport à cette question des contaminations. Donc, le planning familial était amené à intervenir en urgence dans les établissements, mais uniquement auprès des personnes, des résidents, résidentes. Ensuite, il y a eu les lois de 2002 et de 2005 qui ont réaffirmé les droits des personnes au respect de leur choix de vie, de leur sexualité et la garantie du secret de cette sexualité. Donc, il n'existe pas de loi spécifique pour réglementer la sexualité des personnes en situation de handicap. Toutes les personnes bénéficient, depuis ces lois, des mêmes droits que les personnes dites valides. Et puis, plus récemment, il y a la circulaire du 5 juillet, donc 5 juillet 2021, qui rappelle aux établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap l'obligation de prendre en compte la vie affective, intime et sexuelle des personnes. Cette circulaire, elle vise également à lutter contre les violences physiques, psychologiques et sexuelles dont les personnes en situation de handicap peuvent faire l'objet. Donc on voit bien là avec quand même les lois que non seulement les mentalités, mais en tout cas il y avait des obligations qui ont fait que de plus en plus cette question de la vie affective pouvait être abordée dans les établissements. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le planning familial a réfléchi à intervenir, comment dirais-je, jusqu'à présent, le planning intervenait uniquement auprès des personnes et à un moment donné, le planning s'est dit que c'était insuffisant. Il fallait également intervenir auprès des professionnels, auprès des familles et des aidants également, et puis aussi auprès des institutions. Donc, je vais vous présenter dans le détail le programme handicap et à l'heure, sans que ce soit trop long non plus, bien évidemment. Mais donc, ce programme, il a été écrit en 2011, soutenu par la Fondation de France, avec le soutien du CCAH. Donc, ce programme, il permet justement de pouvoir détailler, en fait, les différents types d'actions qu'on va pouvoir mener et pour vraiment accompagner au mieux la personne, qu'on n'intervienne pas uniquement auprès des personnes, mais aussi en demandant à l'ensemble de son entourage de participer à cette information, à cet accès à la sexualité pour toutes et tous. Donc, les 4 axes du programme, les voici. Alors, attendez, excusez-moi, je suis un petit peu perdue. Est-ce que vous voyez la... Oui, Là, c'est notre approche de la vie affective? Oui, c'est ça. Ok. Excusez-moi. J'ai perdu des slides. Non, c'est bon. Tu voulais laquelle? Eh bien non, je voulais la première. Voilà. Les actions auprès des personnes. Ok. Donc, quand nous intervenons dans les établissements, en fait, nous intervenons dans un premier temps, et ça c'est l'axe 1, auprès des personnes concernées, qu'elles soient jeunes ou adultes. Donc, on va intervenir soit dans le cadre d'entretien individuel, ou alors on va proposer des séances d'information collective ou ce qu'on appelle des groupes de parole ou des groupes d'expression. Donc, à travers ces actions, nous allons chercher à offrir un espace de parole pour établir un climat de confiance et pour pouvoir aborder les questions d'intimité, de vie affective et sexuelle, donc soit en mixité, hommes-femmes, soit en non-mixité si les personnes le demandent. Nous allons également proposer de travailler sur les émotions,
On va travailler également les ressentis. On va parler du corps, de l'anatomie, des zones intimes, de l'intimité, de la pudeur et bien sûr du consentement. Nous allons aussi travailler avec les personnes ou sensibiliser les personnes aux thématiques de prévention, c'est-à-dire la contraception, les grossesses, les infections sexuellement transmissibles, la relation à l'autre et la relation aux autres de manière générale, les violences. Nous allons aborder les rapports hommes-femmes et la parentalité, etc. Nous proposons également des échanges sur la rencontre, sur le désir et le plaisir pour ne pas aborder la vie affective uniquement sous l'angle du risque de grossesse, risque de maladie sexuellement transmissible. Donc le désir et le plaisir, c'est quand même important dans nos interventions. Et puis, nous allons aussi accompagner les personnes pour qu'elles réussissent à identifier, pour qu'elles parviennent à identifier les lieux et les personnes ressources sur ces questions de vie intime au plus près de là où elles habitent, en fait. Ce qui n'est pas toujours évident, d'où l'idée des centres ressources qui sont, à notre sens, les bienvenus pour pouvoir... ça, c'est un deuxième atelier pour demain. Mais en tout cas, voilà, c'est important. On voit bien que certaines personnes, notamment celles qui sont dans les agglomérations, ont plus de facilité pour avoir les réponses à leurs questions que les personnes qui sont en milieu rural. Notre approche de la vie affective et relationnelle et sexuelle va permettre de favoriser l'autodétermination de chaque personne. C'est-à-dire que nous, ce qu'on espère en tout cas, c'est qu'on va apporter des informations et on prendra le temps qu'il faudra pour que la personne se saisisse de ces informations et puisse ensuite faire ses propres choix. Donc, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination, justement. Donc, on va accompagner la personne pour qu'elle puisse s'affirmer et s'affirmer dans ses choix, justement, pour renforcer son pouvoir d'agir en tant que citoyen, citoyenne, et que la personne ne soit pas uniquement perçue sous l'angle du handicap. Ce n'est pas une identité, tout le monde le sait, et donc c'est important quand même de ramener la question de la citoyenneté avec chaque personne que nous rencontrons. Donc nous allons également promouvoir une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dès le plus jeune âge pour que les personnes puissent acquérir les codes sociaux qui vont lui permettre de trouver sa place dans la société, d'entrer en relation avec les autres et aussi, bien évidemment, pour réduire les situations de violence. Nous allons également... Alors, par rapport à l'éducation à la vie affective, il faut savoir que normalement, il y a en fait une loi, la loi Aubry de 2001, qui rend obligatoire l'information à la sexualité, l'éducation à la sexualité dans tous les établissements scolaires, donc écoles, collèges, lycées, y compris dans les IME, etc. Et malheureusement, donc il devrait y avoir 3 séances par an. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de séances d'éducation à la sexualité. Et malheureusement, faute de moyens, et voilà, faute de moyens, on va dire, eh bien, ça ne se fait pas. Et donc, il y a énormément de personnes que nous rencontrons, nous, dans nos centres du planning familial, qui n'ont eu aucune information. On n'est pas forcément dans le champ du handicap, mais de manière générale, les personnes ont du mal à être informées et à s'informer sur la vie affective. Et on sait très bien que ce n'est pas dans les familles, ce n'est pas forcément les parents. Alors ça peut être les parents qui vont apporter ces informations-là, mais ce n'est pas forcément toujours leur souhait, ou en tout cas il peut y avoir une gêne qui fait que les parents préfèrent lorsque ce sont des professionnels qui abordent ces thématiques. Voilà, donc nous c'est vrai qu'au planning familial, on revendique vraiment l'application de cette loi de 2001 pour que tout le monde ait un minimum d'informations à la vie affective. Et bien évidemment, aujourd'hui, on essaye d'encourager la paire aidance, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les compétences et les connaissances des uns et des autres qui vont pouvoir se former. On parle aujourd'hui de paire émulation, c'est pour que les personnes puissent
s'entraider, on va dire, voilà, à partir de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles connaissent de la situation du handicap, par exemple. Betty, on va presque finir pour laisser le temps après aux échanges. Tu en es où? Ok. Donc, je veux rapidement, donc par rapport à l'axe 2, donc l'axe 2, ça concerne plutôt les parents et l'entourage. Donc, ça veut dire qu'on va proposer aussi des entretiens individuels ou des rencontres avec les parents sous forme de café des parents ou des soirées débats, des films suivis d'un débat pour déjà rassurer les parents, puisque souvent les parents ne sont pas très à l'aise quand on aborde cette thématique avec leurs proches ou leurs enfants, quel que soit l'âge d'ailleurs. Et puis on va proposer aussi des entretiens individuels pour celles et ceux qui le souhaitent. L'axe 3 de notre programme, c'est sensibiliser, former et soutenir les professionnels, c'est-à-dire qu'on va proposer aussi un accompagnement pour les équipes qui parfois rencontrent des difficultés pour gérer une situation dans l'établissement. Donc on va répondre à leurs questions si besoin, et puis on va aussi former les professionnels. Et puis notre 4e axe, c'est accompagner les établissements. Alors, les services médico-sociaux, là, c'est plus pour travailler à partir du règlement intérieur ou de la charte, ou s'il n'y a pas de charte dans l'établissement, on va pouvoir en proposer une pour que les personnes qui sont dans la structure soient mieux accompagnées. Voilà, et donc, je termine effectivement. Donc, notre approche, je vous l'ai déjà dit, donc des outils d'animation qu'on va utiliser. Donc là, j'en ai mis vraiment, c'est un tout petit échantillon. J'attire votre attention sur la brochure « Moi, mon corps et les autres » que nous avons réalisée avec l'aide de Marie Rabatel de l'Association francophone des femmes autistes pour aborder donc l'anatomie, les zones intimes et la question du consentement qui permet de prévenir les violences. Donc là, je vous ai mis également donc tous ces outils, vous pouvez, sauf les poupées que vous voyez à droite, ne sont pas disponibles encore actuellement, mais les outils, on peut se les procurer en contactant, en allant sur le site du planning familial. Vous avez au milieu une grande silhouette qu'on utilise beaucoup dans le cadre de nos séances d'information, d'animation. Donc on va travailler en fait beaucoup de choses, l'anatomie, déjà comment repérer le corps, identifier les zones intimes, travailler le ressenti, les sensations, etc. C'est un véritable outil de travail que j'invite les établissements aussi à se procurer, à acheter. Et puis on utilisera Santé BD, les pictos, etc. comme beaucoup d'autres intervenants dans ce domaine. Les poupées sexuées qui sont à droite, ce sont aussi c'est un tout nouvel outil qu'on a. Nous sommes encore en recherche de lieux de confection, de fabrication, en fait. Mais des efforts restent à faire sur l'accessibilité des documents. Malheureusement, on essaye de rendre les documents accessibles en FALC, mais on n'y arrive pas toujours. Ça prend du temps. Voilà. Et là, donc, je vous ai mis un petit échantillon d'affiches de films que nous pouvons projeter et qui permettent de faire un débat, en fait, avec les personnes. Voilà. Je vous propose d'échanger. Merci Betty. On va revenir à... On va enlever ta présentation. Hop. Pour revenir. Alors. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui veulent intervenir? Oui, je vois une main levée. Alors, Cécile, activez votre micro, on va vous écouter. Oui, bonjour. Lors de votre intervention, vous avez parlé d'un manque de moyens pour intervenir dans les collèges et les lycées. J'aimerais savoir de quel manque il s'agit parce que il me semble, essentiel justement d'intervenir dans les collèges et les lycées.
pour éduquer déjà tous les enfants. Et je crois aussi que c'est un biais pour l'éducation et l'ouverture à l'autre, et faire comprendre qu'il n'y a pas qu'un type de corps, et qu'effectivement il y a aussi d'autres situations qui méritent d'être citées, d'être remarquées. Et c'est notamment à l'école qu'on apprend l'altérité, et qu'il semble indispensable que cette éducation commence là. Donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous manquez de moyens. Alors, je dirais donc qu'il n'y a pas que le planning familial qui intervient dans les établissements scolaires, il y a aussi les centres de planification et d'éducation familiale qui relèvent soit des conseils départementaux, soit des métropoles. Donc on est un certain nombre à pouvoir intervenir. Il y a également les enseignants. Certains enseignants sont formés pour pouvoir intervenir sur ces questions-là. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de moyens financiers. Et sans compter que les établissements scolaires, que ce soit les collèges ou les lycées, ont du mal à dégager du temps pour permettre ces séances d'éducation à la sexualité. Donc, vraiment dans la plupart des départements, on va intervenir à raison d'une heure ou de 2 heures en quatrième, en classe de quatrième, et la même chose en classe de troisième, quoi. Et si un jeune a 2 séances dans toute sa scolarité, eh bien, il est chanceux. Et parce que réellement, il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout de séance d'éducation à la sexualité. Et justement, dans le cadre du Grenelle des violences faites aux femmes, de tout ce dont on entend parler là, est-ce qu'il y a un levier avec l'éducation nationale? Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place pour que ce ne soit pas une carence, mais que ce soit une évidence? Oui, mais alors je vous dirais que, en fait, l'éducation nationale, c'est bien que la loi n'est pas respectée. On n'arrête pas, on le dit tout le temps. Mais les moyens ne suivent pas. Et puis, pour tout vous dire, maintenant, il y a une nouvelle orientation, à savoir que il y a un certain nombre d'établissements type planning familial qui intervenaient et qui aujourd'hui ne peuvent plus intervenir parce que l'éducation nationale fait intervenir plutôt ses enseignants. Alors que c'est vrai que les enseignants peuvent se former sur les questions de vie affective, mais bon, quand ce n'est pas le cœur de son métier, quoi. Nous, quand on intervient, quand les professionnels des CPEF interviennent, on part aussi de notre travail dans nos centres et puis des échanges qu'on peut avoir au niveau collectif au sein de notre mouvement planning, quoi. Vous voyez, c'est pas la même chose que quand c'est un enseignant, un professeur d'anglais ou de mathématiques qui vient faire une séance de 2 heures, quoi. C'est pas du tout la même chose. Donc oui, il y a un vrai problème de moyens et par contre, j'ai pas la réponse. Je sais pas quand est-ce que ça va changer. Emploi. Oui, ça fait partie, ça peut faire partie des objectifs, des pistes que le comité parentalité met en avant aussi. Oui. Voilà, donc c'est une des idées à proposer. J'imagine qu'il y en a d'autres. Je me permets juste de vous suggérer de départager votre écran. Parce que là, nous avons un grand écran blanc qui empêche de voir tous ces visages souriants. Ah, alors attendez, comment je fais là? Excusez-moi. Il faut juste que tu arrêtes le partage. Voilà. Désolée. C'est pas grave. Si Hugo, vous vouliez rajouter quelque chose, ou une autre personne, ou d'autres questionnements, d'autres remarques? Non, j'ajoute rien. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on pourra travailler dans les centres ressources. Peut-être que les centres ressources régionaux pourraient être des leviers pour insister justement sur cette éducation à la sexualité pour tous dans les établissements. On verra. En effet, oui.
Oui, alors, effectivement. Moi, je voulais lever la main, c'est Astrid, donc bonjour. Mais je ne peux pas lever la main, mon écran, je ne peux ni chatter dans la conversation, ni lever la main. Mais apparemment, vous m'entendez, donc c'est l'essentiel. Oui. Et moi, je voulais aussi mettre surtout le focus sur, parce qu'on parle de l'éducation à la sexualité en milieu dit ordinaire, mais là où il y a vraiment un énorme problème, c'est l'éducation dans les établissements, les ESMS. Et pour ma part, j'anime des groupes de parole auprès d'adultes et de jeunes adultes dans les établissements. Et on part de zéro, hein, et on a affaire à des adultes. Et là, il y a un travail phénoménal à faire parce que c'est souvent des personnes qui vivent en établissement. Donc, quand c'est en masse, c'est toute l'année. Et les problèmes relationnels, tout ce que ça peut engendrer comme difficultés sont loin d'être simples. Et le fait de ne pas avoir reçu cette éducation à la sexualité peut poser effectivement des problèmes, en plus en fonction des types de handicap, davantage si on parle de traumatisme crânien ou d'autisme, où les comportements sont à ajuster en permanence. Et là, c'est vraiment un gros boulot qu'il y a à mettre en œuvre, hein. On démarre à peine, hein. Mais c'est vrai que les centres ressources, en partenariat avec le planning familial, ça va être vraiment le gros challenge pour moi à relever sur les 10 années à venir, d'aller partout pour apporter cette éducation à la sexualité. Oui. On est bien d'accord, c'est bien pour ça que on y consacre du temps, on y va aussi consacrer un atelier, mais c'est bien de montrer qu'il y a du lien entre ces thématiques et que on ne peut pas saucissonner comme ça les choses aussi facilement. Alors, il y avait Liv qui voulait intervenir. Oui, bonjour à tous. Je me permets juste d'intervenir par rapport à ce qui a déjà été précédemment dit concernant les chiffres qui sont très puisqu'il y a 13%. Je vous ai mis en fait dans le lien à côté, dans le chat, la pétition qui a été faite par noustoutes.org qui justement nous invite à signer pour que les 3 séances par an d'éducation à la sexualité en classe de collège et lycée et également primaire soient respectées, puisque à l'heure actuelle, c'est que 13%. Et je vous ai également mis aussi les résultats de l'enquête. Merci pour voilà, et puis participer justement à cette pétition. Merci pour ce partage, effectivement. C'est du droit commun, autant le développer. On va regarder ça de près. Estelle, vous aviez levé la main. Oui, bonjour. Moi, je m'adresse à vous avec plusieurs casquettes. Je suis une personne concernée par ce qu'on appelle le handicap invisible. Donc, je suis aussi concernée en tant qu'ex-enseignant en milieu spécialisé et actuellement en accompagnement d'élèves en situation de handicap et aussi avec ma casquette d'entrepreneur en création d'espaces bienveillants et inclusifs, plutôt axés sur les loisirs et les milieux festifs, incluant des sexualités explicites potentiellement pour certains espaces. Puis-je vous suggérer d'activer votre caméra, madame? C'est fait. Ma caméra est activée. Je préfère à madame. Ah bon, nous, on la voit. On t'appuie sous tes yeux. Il faut slider en bas pour voir tous les visages des gens s'afficher. Sinon, il faudra vous contenter de ma voix. Donc, de toutes ces casquettes-là, j'ai remarqué à chaque fois, en fait, un manque de formation des personnels encadrants, des personnels administratifs aussi pour comprendre la nécessité de dégager des espaces-temps pour ces formations. Donc, pour moi, il y a aussi un enjeu à inclure l'administratif là-dedans pour avoir le financement. Et il y a un enjeu à aller chercher également du côté des loisirs. C'est très important d'aller dans les structures spécialisées qui sont extrêmement déficitaires. Et je pense que c'est aussi important d'aller dans les structures ordinaires de loisirs, et notamment de loisirs à caractère sexuel, ou qui peut amener à de la vie affective et sexuelle, parce que lieu de rencontre, espace de liberté, pour aller sensibiliser et former aussi ce personnel-là. Et former les gens comme moi qui sont des formateurs aussi. Donc les formations de formateurs et formatrices, c'est aussi un axe qui peut être
pertinent à relever. Pas juste former les gens, mais former les gens à pouvoir porter ce message-là, à pouvoir porter ces formations, ces sensibilisations. Et il y a un travail de démisérabilisation aussi à faire sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, et un travail à faire au milieu médical pour permettre la réappropriation du corps, la réappropriation du sensoriel et du sexuel. Parce que là, je parle en tant que personne concernée. Le milieu médical, de par ses priorisations qui sont compréhensibles, peut avoir tendance à quantifier le corps, à le déshumaniser, à le manipuler aussi, et à ne plus rendre les personnes souveraines de leur corps. Ce qui pose énormément de questions après dans la construction du consentement des personnes en situation de handicap quand elles rencontrent leur vie affective et sexuelle. Parce que souvent, ce consentement-là, il est inexistant parce qu'elles ont l'habitude de laisser faire les gens avec leur corps et pas d'être décisionnaires de ce qui se passe avec leur corps. Donc, beaucoup d'enjeux à réfléchir, un webinaire beaucoup trop court pour y parvenir, mais qui ouvre des portes, et je vous en remercie. Merci. Merci. Yann maintenant. Merci beaucoup. Il y avait encore quelqu'un qui voulait intervenir. Alors, on passe un petit peu comme ça, les intervenants, les interventions les unes après les autres. On essaiera de s'organiser un petit peu une réflexion à peu près, mais je pense que c'est important de vous laisser la parole. Donc, il y avait Liliane qui voulait intervenir. Donc, Liliane, à vous. Oui. Bonjour. Rendre effectif et le droit à la sexualité des personnes en situation de handicap, il y a déjà une porte qu'il faut un peu forcer. C'est que les structures médico-sociales ont rarement, voire jamais, de chambre double. Parce que connaître son corps, avoir des désirs, mais ne pas avoir de lieu aussi, je trouve qu'on est beaucoup en retard dans les structures médico-sociales à ce niveau-là, et que peut-être cette porte, il faut la forcer et l'imposer. Merci. Merci pour ce partage. Il y avait également dans le chat une question qui était posée par Anne-Laure. Proposez-vous des consultations en visio pour faciliter l'accès à votre accompagnement? Betty, c'est directement une réponse. Une question pour toi. Je réponds maintenant ou après? Vas-y, réponds. Alors, je dirais que jusqu'à présent, ça ne se faisait pas ou peu. C'est la situation du confinement en mars 2020 qui nous a amené à changer nos pratiques. Et effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui étaient malheureusement fermées ou retenues dans leur chambre, isolées, qui ne pouvaient plus venir dans nos centres ou qui ne pouvaient plus participer au groupe de parole, et qui, de ce fait, ont demandé si c'était possible d'avoir soit des entretiens individuels par téléphone, soit en visio. Et contre toute attente, eh bien, ça a bien fonctionné. Et il y a même des personnes qui n'osaient pas trop s'exprimer dans les groupes, qui finalement ont trouvé un certain confort, ils se trouvaient plus à l'aise, elles se trouvaient plus à l'aise pour échanger par téléphone ou en visio. Et c'est vrai que moi, c'est depuis le mars 2020 que je fais des entretiens par téléphone ou en visio. Ça, c'est nouveau, effectivement. Et avant, on n'y avait pas pensé, alors que c'est dommage, ça aurait été possible depuis longtemps. Voilà. Comme quoi, le confinement n'a pas eu que du mauvais. On va dire ça comme ça. Donc, pour compléter, je dirais ne pas hésiter à demander au planning familial qui sont à proximité. Est-ce que vous pouvez faire... parce que peut-être que des collègues dans d'autres plannings n'ont jamais été sollicités, n'y ont jamais pensé, mais pourquoi pas mettre ça en place, bien évidemment. Et puis, des fois, vous avez des personnes qui sont obligées de changer d'établissement parce que leur situation, je pense à des personnes dont la santé va évoluer, et la personne doit quitter une structure pour aller dans un autre établissement qui va se trouver dans un autre département. La personne ne veut pas
ne veut pas couper ce lien, veut continuer à être en lien avec la conseillère, avec le planning familial, et donc on va pouvoir le faire par téléphone ou en visio. Voilà. Merci. C'est effectivement quelque chose qui a de l'avenir, à mon avis, pour pas mal de situations. Tout à fait, oui. Il y a une petite main levée, c'est Astrid. Je vous donne la parole, allez-y. Activez votre micro. Donc, dans votre sens, en parlant des visios, il faut dire que, donc j'appuie ce que tu vas dire, Julia. Ce que tu viens de dire, c'est que effectivement, avec cette crise sanitaire, ça nous a obligés à nous remettre en question et à travailler différemment. Et nous, moi je suis dans le sud, dans le Var, et là, donc je suis à l'APF France Handicap, la délégation du Var, et on a monté une communauté qui s'appelle la communauté Amour et Handicap. La suite du salon Amour et Handicap, donc ça c'est une communauté virtuelle, et via une plateforme qui s'appelle Imagina, qu'on va réactiver là parce que il faut retrouver des financements, mais ça va se réactiver incessamment sous peu, où on propose aussi d'aborder toutes ces questions de la vie affective, relationnelle, intime, sexuelle et la parentalité, et pour les 3 publics visés, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, tout type de handicap, les familles, mais aussi les professionnels. Et là, il y a plein. Et je pense que tout ça, c'est des outils qui sont à monter en puissance partout, parce qu'on chacun dans notre coin, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc, il faut que ça se démultiplie partout. Mais je pense que ça va dans le bon sens, puisque ça permet à des personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou qui n'osent pas se déplacer. Des fois, le virtuel peut aider. Voilà. Donc, oui, bien sûr, c'est des belles initiatives et il faut l'inciter pour apporter le plus possible d'informations aux personnes et dans les meilleures conditions possibles. Merci. Il y avait une petite question dans le chat qui correspondait à la première réponse de Betty sur le périmètre d'intervention. Est-ce qu'on vous posait la question, est-ce que c'est un périmètre qui correspond à la métropole ou complètement au département? Alors, vous avez un peu répondu en disant que vous continuez des approches quand quelqu'un a commencé, mais en amont, comment ça se passe? En fait, on va répondre à la demande. Donc, si les établissements sont… alors, je parle pour la région lyonnaise. C'est vrai que si les établissements sont sur la métropole lyonnaise, on va intervenir dans ces établissements. Mais s'ils nous contactent du milieu rural, enfin plus éloigné, on interviendra également. Mais ça dépend tellement des forces humaines, en fait, en présence, quoi, et des moyens financiers dont on dispose. Il faut quand même savoir que nos interventions dans le champ du handicap sont en partie financées par les ARS, enfin, pour la plupart, je dirais, des régions. Ce n'est pas le cas dans toutes. Ou alors certaines, ça va être le conseil départemental, mais les moyens financiers sont tellement limités par rapport aux demandes. Même nous, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on est constamment en train de refuser des demandes d'intervention dans les établissements, parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens et donc on ne peut pas embaucher des personnes pour intervenir. Donc c'est pour ça que nous, on est vraiment favorable à ce que les professionnels se forment pour pouvoir prendre le relais et aussi être plus à l'aise pour répondre aux attentes, aux besoins des personnes dans les établissements, mais aussi les parents. Il faut que tout le monde avance dans le même sens, quoi, et que l'idée, c'est qu'au bout du bout, les personnes puissent puissent décider par elles-mêmes, faire leurs choix, etc. Mais tout le monde doit contribuer à cela. Et parce que les moyens sont tellement insuffisants, on ne peut pas compter que sur le planning ou les CPF, évidemment. Donc, bien sûr que, pour répondre à la question, un périmètre d'intervention, je dirais que ça dépend. Vous pouvez toujours faire la demande auprès de l'organisme ou de l'association qui se trouve près de chez vous et on ne peut pas vous garantir qu'elle répondra. Ça dépendra des moyens financiers et humains dont elle dispose. Mais il n'y a absolument rien de fixé, quoi. On voit qu'il faut encore appuyer là où ça fait mal, je dirais, auprès des pouvoirs publics pour développer vraiment les réponses, parce que finalement, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de savoir-faire, pas mal de, en vous écoutant tous, on a pas mal de pistes de savoir-faire, mais que ce qui manque, c'est les moyens
de les développer, les moyens de les faire connaître, les moyens d'accès, le partage avec les personnes directement concernées et leur entourage. Ça fait quelques recommandations de revendications pour le comité aussi. Je suis désolée, je prêche pour ma paroisse, mais comme on est là quand même pour essayer de trouver des pistes de travail, j'essaye de résumer un peu les choses comme ça. Estelle, y a-t-il quelque chose que vous vouliez rajouter? Et puis, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat, à lever vos mains pour intervenir. On a encore du temps pour se parler. Oui, je me situe aussi. Donc, il y a différents types de handicaps qui existent. Je pense que nous sommes plus ou moins tous des professionnels du domaine. Je ne vous apprends rien. Mais j'ai l'impression dans ces moments-là, en fait, dans ces temps d'échange sur la vie affective et sexuelle, il est plus facile souvent de penser les extrêmes que de penser les personnes qui ont des handicaps peut-être moins lourds ou qui s'incluent plus aisément dans la vie sociale ou professionnelle, mais qui pourtant, dans leur vie affective et sexuelle, peuvent rencontrer aussi des difficultés et à avoir des personnes auprès desquelles échanger qui ne connaissent pas forcément les ressources du planning familial ou des autres centres, qui sont parfois très peu suivis en fait par des organismes structurels comme la MDPH, parce que leur niveau de handicap n'est pas suffisant ou ne le nécessite pas, et qui peuvent se retrouver en difficulté dans leur vie affective et sexuelle ou dans leur projet de vie familiale ou parentalité. Et ça me questionne en fait sur quelle prise en considération ce type de démarche a aussi de ces profils. Et je pense aussi aux personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, qui ne sont pas cisgenres et qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans les formations qui sont données, qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans les appels d'offres qui sont faits, dans la façon dont les choses sont formulées, et qui se sentent encore plus isolés et qui vont chercher finalement leur communauté plus à travers les communautés des personnes qui ont les mêmes orientations ou les mêmes affiliations de genre que Yel, et pas forcément dans la communauté handi, et qui se retrouvent à faire un peu le pont. Et là, je pourrais parler au jeu, en fait. Je fais le pont entre des communautés handi invisibles et les communautés queer. Et des fois, c'est une vraie difficulté, en fait, dans mon parcours de vie affective et sexuelle, parce que je suis handi, mais pas trop, mais quand même un peu. Et finalement, c'est moi qui forme tous mes partenaires à chaque fois et qui dois chercher des solutions pour tout. Et c'est une charge mentale qui est énorme, en fait. Donc voilà, j'ouvre un peu cette fenêtre d'Overton sur d'autres types de handicap et sur d'autres variables autour de la vie affective et sexuelle, telles que les orientations sexuelles, les orientations de genre, mais également sur les pratiques sexuelles, et je pense notamment au BDSM, donc les personnes qui ont des pratiques kinky, qui peuvent avoir des fantasmagories très fortes et qui peuvent ne pas forcément se sentir à l'aise ou ne pas forcément ressentir que les espaces dont vous parlez sont des espaces où elles vont pouvoir venir discuter et déposer aussi leurs questionnements sur ces pratiques-là, parce que des fois, il y a des vrais enjeux physiologiques dans certains types de pratiques, parce qu'il peut y avoir de l'impactif ou de la contrainte et on ne sait pas si le corps peut le supporter ou pas. Et là, l'enjeu du handicap devient vraiment prépondérant par rapport aux fantasmagories et au désir d'exploration et d'épanouissement sexuel. Merci. Merci. On est effectivement soucieux qu'il y ait, qu'on ne soit pas trop dans une hétéronorme qui serait totalement déconnectée de la réalité de pas mal de monde. Et c'est en tout cas une des
des choses qu'on essaye de faire au maximum au comité de parentalité. Je vois Betty hocher de la tête, mais Agnès aussi, parce que à chaque fois qu'on rédige quelque chose, on essaye de faire en sorte de ne pas être trop hétéronormé et d'inclure tout le monde, parce qu'on estime qu'il n'y a pas une sexualité, qu'il n'y a pas une manière de... Vous avez des personnes concernées pour relire et s'assurer que leur prisme corresponde au vôtre? Eh bien, si vous êtes volontaire pour le faire, nous acceptons avec grand plaisir. C'est pas toujours évident de relire. Alors, je vais être très honnête avec vous, c'est un travail. C'est une des raisons pour lesquelles Madame Moreno, aussi en charge de ces questions à la lutte contre les discriminations, était notre invitée hier. Malheureusement, il a un souci de dernière minute a rendu impossible cette intervention, mais nous l'avions bien prévu. Oui, et donc pour rebondir sur votre offre, c'est un travail. La relecture de documents, l'analyse de documents, c'est un travail. Je le ferai volontiers, mais ça serait compliqué de le faire à titre bénévole parce que c'est fastidieux. Alors, on discutera de tout ça plus tard. Avec grand plaisir. La parole à Anne Certain. Ouais. Anne, c'est à vous. Avec votre micro, c'est à vous. Voilà. Et là, ce que vous entendez? On vous entend, parfait. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et ce qui me chagrine, c'est la misère de l'éducation affective et sexuelle chez tout un chacun, handicap ou sans handicap. Mais je voudrais souligner aussi au niveau médical qu'il existe quand même, s'il existe des généralistes qui sont peut-être un peu formés, il existe aussi des sexologues qui ont une vision très empathique et qui peuvent aider chaque personne à trouver, à se retrouver déjà, c'est déjà pas mal de se retrouver soi, et éventuellement de pouvoir rencontrer l'autre de la manière qui lui sera la plus à même et la plus ajustée possible vers un épanouissement général. Et c'est important que nous n'hésitions pas à faire en sorte que ceux qui sont en demande puissent aller rencontrer rapidement, c'est pas le terme, le plus simplement possible. Ça demande seulement le coup de téléphone à donner pour avoir un rendez-vous. Et c'est vrai que c'est, je dirais, à la fois très apaisant et très maturant. Et ça permet une très grande autonomie. Alors, je ne sais pas si dans le planning familial, que je connais peu, il y a des personnes qui sont de ce type de ressources-là, parce que ça me semble très important que nous puissions, avec ce que nous sommes comme corps, quel qu'il soit et qui qu'il soit, nous avons tous des handicaps, et pour pouvoir aller vers un épanouissement personnel et relationnel. Est-ce que je peux répondre là, madame? Oui, vas-y. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'au planning familial, c'est vrai que je ne l'ai pas bien expliqué, mais en fait, dans beaucoup de centres du planning familial, il y a des équipes médicales, médecins, sages-femmes, qui sont plus ou moins formées, ça dépend aussi les besoins et les demandes, à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais pour adapter plutôt alors déjà le cabinet médical, évidemment, l'accessibilité et puis les modes de communication. Parce qu'une personne qui va être malentendante ou qui est sourde, il va bien falloir trouver le mode de communication adapté. Donc oui, dans les équipes du planning, il y a des personnes qui sont formées dans les équipes médicales, mais aussi parmi nous, parmi les conseillères conjugales et familiales. Et ce n'est pas pour rien, si on a un programme handicapé, alors il ne s'adresse pas uniquement aux personnes de l'extérieur, il s'adresse aussi aux collègues en interne au planning familial. On a régulièrement des formations pour mieux connaître en fait les différents types de handicap aussi, pour pouvoir intervenir. On ne va pas intervenir pareil selon la manière de communiquer des personnes. Et c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur les personnes expertes elles-mêmes qui connaissent leur vie,
pour pouvoir, nous, mieux comprendre et adapter nos manières d'intervenir. Vous voyez? Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter le planning et s'il y a de la demande, eh bien, on va aller se former. C'est ça aussi. Par exemple, vous avez parlé de l'autisme. Effectivement, il y a des années en arrière, on intervenait uniquement auprès des personnes déficientes mentales, légères. Et là, plus ça va, plus on nous demande d'intervenir aux personnes présentant des troubles autistiques. On n'est pas forcément compétente sur ces questions-là, donc il va falloir aller se former et rencontrer des personnes. Et nous, ce qu'on dit, c'est les personnes elles-mêmes qui vont nous former. On ne va pas se former en allant à des colloques ou en lisant des revues, c'est en échangeant avec les personnes. On a tout à... Voilà, on est vraiment dans une position de savoir horizontal, hein, de transmission de savoir dans notre fonctionnement planning familial. Peut-être que ce n'est pas très connu, en fait, le planning. Et puis, ce que je voulais dire aussi par rapport aux sexualités, c'est que bien évidemment, au planning familial, on peut aborder tout type de sexualité, c'est sans tabou ni jugement. Et j'espère que tout le monde en est bien convaincu, parce que si ce n'est pas le cas, c'est qu'on ne sait pas communiquer. Alors. Voilà, je ne sais pas si vous avez Olivier qui demande la parole. Merci. Olivier, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Alors, Olivier Manceron, je suis un médecin, mais je suis aussi à FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Je suis très heureux d'entendre tout ce que vous avez dit depuis le début de ce webinaire. Je suis désolé de ne pas être là hier. C'est difficile d'être là partout. Mais bon, voilà, je suis très heureux d'entendre nos incertitudes. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et c'est un discours de personnes extrêmement lucides que celui que vous avez là aujourd'hui en ce qui concerne la sexualité. Il n'y a pas de certitude en ce qui concerne la sexualité. Je crois que sincèrement, il ne faut pas oublier qu'il y a quelque chose d'extraordinairement normatif. S'il y a une éducation sexuelle, elle est faite par la pornographie dans notre pays depuis des temps immémoriaux, mais encore plus maintenant auprès des jeunes hommes et auprès aussi des jeunes femmes qui en ont souvent le plus indirectement l'impact. Cette pornographie, c'est elle qui nous donne des règles bisexuelles, plutôt hétérosexuels, obligatoires, avec des gestes obligés pour pouvoir avoir un parcours de rapport sexuel comme un parcours de golf. Donc c'est complètement figé, ça oblige les gens alors, à croire qu'ils ont une sexualité alors que c'est faux. Et c'est faux, c'est-à-dire que la plupart des hommes de mon âge ne savent pas ce que c'est que la sexualité, je peux vous dire. Et les personnes handicapées, avec les questions qu'on se pose sur son propre corps, en sachant que cette sexualité normative ne nous est pas permise, parce que quelque part on est déjà décalé et rejeté par la société normative, eh bien les personnes handicapées ont un discours qui est ouvert sur la sexualité. Chacun apporte ses envies de désir, ses envies de plaisir, et puis on ne sait pas comment ça va se combiner, on est perdu, on a une charge mentale terrible parce qu'on dit on est des inférieurs alors que les autres sont supérieurs, mais alors que c'est faux. Moi je vous dis c'est faux. Nous les personnes handicapées, nous sommes supérieurs parce que nous jouons hors du terrain obligé de la sexualité normée pornographique. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Discours engagé, effectivement. Je pense que c'est encore un petit peu plus complexe que ça, mais sur la normalisation, enfin la normalisation de ce que l'on pourrait dire de la sexualité, oui, on peut que vous rejoindre sur cette vision hétérocentrée de la performance en plus. Et il y a quelque chose de la performance qui n'est évidemment pas accessible à un grand monde, avec un prisme sur des corps pseudo-parfaits qui ne sont pas forcément. Donc c'est quelque chose contre lequel on se bat aussi. Hein. On est très militant là-dessus pour dire que il n'y a pas on doit sortir de ça et on doit surtout rassurer les personnes en situation de handicap sur leur propre pouvoir de séduction,
sur leur propre capacité à donner du plaisir et pas seulement à en recevoir. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui est essentiel dans le positionnement que peut prendre le comité parentalité. Et ça, c'est révolutionnaire par rapport au discours habituel dans lequel la société entière baigne. Voilà. Si nous sommes révolutionnaires sur ce point-là, alors nous serons des révolutionnaires, mais en tout cas, ça fait partie des choses que l'on défend. Et je pense que, j'imagine que les gens qui nous écoutent là sont à peu près en accord avec ça, malgré toutes les difficultés que l'on rencontre, évidemment. Je vous remercie beaucoup pour ce discours et ce témoignage. Je vais repasser la parole. Alors, il y avait... c'est Astrid qui voulait reprendre la parole. Oui, c'est Astrid et après, ce sera Karine. Oui, si Karine veut prendre la parole, j'ai déjà parlé 2 fois, alors peut-être qu'elle veut commencer. D'accord, alors on inverse. Alors, merci, c'est gentil. Alors, je vous ai pris en route, désolée, parce que j'avais une autre réunion. Moi, je voudrais juste appuyer sur le planning familial, parce que moi, ça m'a énormément servi dans les années 80. J'étais en établissement spécialisé, et je suis allée au planning familial avec mon éducatrice, justement. Et j'ai trouvé que c'était pour moi une opportunité parce qu'en fait, on m'a laissé avec le planning familial et j'étais pas qu'avec des personnes qui s'occupaient que des personnes handicapées. J'étais moi-même jeune fille et j'avais des questions à poser sans avoir mon éducatrice. Et après, voilà. Et ça a été, pour moi, déjà, ça a été un tremplin de jeune fille devenir adulte. Et j'avais quelqu'un en face de moi qui me regardait comme une jeune fille et non pas d'abord comme une personne handicapée. Voilà, et c'était à Grenoble. Donc, je voulais appuyer aussi parce que moi, je me dis, on parle d'abord de handicap, mais on est avant tout des jeunes filles ou des jeunes hommes. Et après, c'est vrai qu'on a une singularité. Mais avant tout, on est déjà des jeunes filles et des jeunes hommes. Et c'est pour ça que ça m'a aidée, notamment par la suite pour ma sexualité. Merci beaucoup pour ce témoignage qu'on espère entendre beaucoup plus souvent, en fait. Merci, parce que c'est vraiment le but de tout ce travail et de toute notre... Après, si c'est de la redite, il faut me le dire parce que je n'étais pas là tout à l'heure. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Au contraire, c'est un beau... Et après, j'aurais un autre témoignage, peut-être, si je peux me permettre. Allez-y. C'est un autre témoignage qui pour moi est assez fort puisque c'est aussi mon vécu. C'est à partir du moment où on a eu quelque chose qui est non consenti, non voulu et qui peut vous foutre votre sexualité en l'air. Et c'est après, alors c'est aussi les années 80 et je me dis que là, il y a vraiment quelque chose à faire pour réapprendre sa sexualité. Alors, je vais mettre des mots, hein, un viol. Voilà. Je crois qu'il faut mettre des mots devant, hein. Je n'ai pas de honte, voilà. Et après, c'est réapprendre à refaire sa sexualité et tout le cheminement qu'il y a derrière. Et ça, si on n'est pas accompagné, eh ben, on se casse la figure. Ouais. Dans tous les sens du terme. Et voilà. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, je crois. Enfin, pour ma part. Excusez-moi, j'ai mis des mots devant parce que je crois qu'il faut le dire aussi. Au contraire, on vous remercie d'avoir mis ces mots-là. Voilà, et en général, je ne le dis pas, donc voilà. Alors, voilà. Ça, je ne le dis pas. Si, je le dis, mais voilà, là, c'est public, donc il y en a qui sauront, mais voilà, tant pis. Voilà. On vous remercie d'autant plus que c'est vraiment un effort que l'on ressent bien à travers votre voix, qui nous touche. Voilà, mais j'étais jeune à l'époque. Peu importe, voilà, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour la suite, pour sa sexualité. Quand ça coupe, il faut recommencer, même si on a fait un premier cheminement, il faut recommencer après pour autre chose. Et ça, si on n'est pas accompagné, c'est difficile, y compris quand on est encore chez ses parents. Oui,
on ne peut que partager et que souligner Voilà. de votre confiance à notre égard qui, je dois dire, nous touche beaucoup. Enfin, je pense parler au nom du comité et puis des personnes qui sont là, ça nous touche beaucoup. Vous remercier vraiment d'avoir ouvert cette voie-là de discussion parce qu'il est évident d'une part qu'il faut lutter contre toute forme de violence, on est bien d'accord, et qu'après, il y a toute la question de la reconstruction, et vous l'avez très bien exprimé. J'en perds mes mots, voyez-vous. Donc voilà, merci vraiment. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a dans le chat, mais c'est une pluie. Non, je ne vois pas, c'est difficile pour moi. C'est une pluie de cœur, de merci, de voilà. Ah oui, non, mais voilà, je n'ai pas fait ça pour ça, c'était spontané. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup de cet échange. Je crois que ça fera partie d'un des moments forts de cet atelier. Et ben, ça va pas être facile d'enchaîner. Mais ça fait rien, on va quand même, il y a des mains levées, donc on va y aller quand même. Astrid, du coup, tu reprends la parole. Alors oui, effectivement, c'est pas facile. Hein. Je remercie Karine ou Karen, je ne sais pas comment on doit dire, pour son témoignage. Et c'est vrai qu'en général, ça ouvre la porte à d'autres témoignages derrière. Donc, c'est faire preuve d'un grand courage et souvent, ça aide beaucoup d'autres personnes à la suite. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure. Alors, il me semble que le prénom, c'était Estelle et Anne qui ont parlé de cet accès au sexologue ou alors cette prise en compte de la sexualité qui peut être hétéronormée et tout ça. Et moi, je pense que ça va être tout le sujet des futurs ou des centres ressources, puisqu'il y en a déjà, mais des futurs centres ressources qui vont être déployés partout au niveau régional. Et donc, je sais que nous, pour notre part, on fait appel à un escadron de sexologues qui connaissent le sujet des handicaps, parce qu'on pense, sur le terrain, on a beaucoup de demandes et les gens n'osent pas pousser la porte des sexologues, souvent parce qu'ils méconnaissent, ou alors parce que c'est inaccessible ou c'est loin de chez eux, parce qu'il n'y en a pas partout. Et tous les sexologues ne se sentent pas légitimes de répondre aux questions de certaines personnes avec certains types de handicap parce qu'ils ne connaissent pas en fait. Et les centres ressources, je pense qu'ils vont avoir vraiment un objectif, mais ça va être un de leurs cœurs de travail, de pouvoir répondre aux questions des personnes et les orienter vers des sexologues. Et je pense comme ça n'a jamais été fait avant. Donc, ça va être une porte d'entrée aussi pour même les orientations sexuelles, tout ça. Je pense qu'il va y avoir ça va ouvrir beaucoup de portes et de manière individuelle, aussi pour les établissements, mais surtout à titre individuel. Oui, merci. Merci. On partage la pression et l'enthousiasme qu'on va mettre sur les centres ressources. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y aura un atelier demain. Donc, soyez aussi présents demain pour pouvoir en discuter. Je vous invite tous et tous à pouvoir y être si, évidemment, votre emploi du temps le permet. Estelle, tu voulais reprendre la parole et puis... Il y a une personne qui n'a pas encore pris la parole. Alors, oui. Je priorise la personne. Fanny. Bonjour. Du coup, on a beaucoup parlé d'éducation sous forme d'ateliers collectifs, d'entretien individuel. Et moi, j'ai beaucoup de questionnements de la part des directions d'établissement sur notamment l'offre qu'on pourrait proposer aux personnes dyscommunicantes. Alors, leur permettre d'assister, d'écouter, d'être attentif à leurs réactions sur certains sujets, leur proposer de la stimulation sensorielle. Ok, mais peut-être qu'il y a d'autres pistes auxquelles nous, on n'a pas pensé. Je voulais savoir si, du coup, on pouvait peut-être échanger un tout petit peu là-dessus aussi. Merci. Merci. Alors, Betty, je sais pas si... je comprends pas trop la demande, là. Je suis désolée, mais je ne comprends pas trop la question. Est-ce que vous pouvez reformuler sur le... On accueille notamment des personnes qui n'ont pas accès au langage oral, du coup. Et les questionnements des directions notamment et des professionnels, c'est comment adapter l'offre en fait à ces personnes. Donc nous, on leur donne une place dans les ateliers collectifs pour qu'elles puissent quand même écouter. On est vigilant, on est attentif
à leur réaction. Il y a de la stimulation sensorielle aussi qui leur est proposée, mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies, d'autres pratiques auxquelles nous, qui sont effectuées, auxquelles on n'a pas pensé? Alors, je peux répondre. Ah oui, quelqu'un voulait répondre? Alors, si d'autres ont d'autres pistes, on partage les bonnes. Là, je pensais comme ça en vous écoutant suite à votre question, si je peux me permettre de répondre. Je travaille en institut, en foyer d'accueil médicalisé auprès de personnes en situation de polyhandicap et avec des personnes aussi qui sont non-verbales. Et je trouve que pour avoir fait de nombreux ateliers en danse, donc en danse contact, en danse tout court, en danse-thérapie et puis aussi en théâtre. Ce sont des espaces qui peuvent permettre l'expression de la corporalité, le contact avec l'autre, le contact avec son propre corps et aussi l'expression de ses émotions. Et voilà, je voulais témoigner de ça par rapport à cette demande. Moi, je peux prendre la parole? Oui, vas-y. Par rapport à ces demandes, effectivement, qui sont de plus en plus nombreuses, les établissements nous demandent donc par rapport aux personnes qui ne communiquent pas oralement. Nous sommes en train de nous former au sein du planning familial. Ce n'est pas évident parce qu'on manque aussi de temps, mais on commence là à se former à la communication alternative et augmentée. Et on croise aussi avec des services hospitaliers qui ne sont pas experts en santé sexuelle, mais qui utilisent la communication alternative et augmentée pour pouvoir justement bien utiliser cet outil et pouvoir travailler avec ce public-là. Mais c'est sûr que c'est assez compliqué, ça je ne cache pas. Comme ça fait un petit moment que je travaille sur ces thématiques-là, j'avais eu l'occasion d'intervenir dans un colloque où j'avais effectivement dit que nous aurions probablement à inventer ou à créer ou à découvrir les moyens d'entrer dans cette communication-là, non verbale, parce qu'il faut aussi y aller en fait, et qu'il n'y a aucune raison, qu'il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas, qu'on laisse des personnes sur le bord de la route parce qu'on n'arriverait pas à communiquer avec elles. Et excusez-moi, je me permets une petite intervention parce que nous nous approchons de la fin et que comme vous le savez, nous ferons la restitution de ces ateliers en présence de la secrétaire générale du comité interministériel au handicap et du président du Conseil national consultatif auprès des personnes handicapées. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas aussi à aborder la question des aides techniques pour la sexualité, la question de l'assistance sexuelle? Est-ce que ça, c'est des sujets qui vous parlent au-delà de la formation, j'allais dire, initiale des jeunes en situation de handicap pour qu'ils se préparent? Est-ce qu'il y a d'autres types d'accompagnement à évoquer tout au long de la vie d'un point de vue pratique? Voilà, c'était la suggestion parce qu'il y a eu des choses absolument passionnantes de partager, mais qui ne sont pas du pouvoir d'intervention de ceux à qui ça va être confronté. Voilà, mais c'est une simple suggestion. Mais c'est vrai qu'il nous reste peu de temps avant de nous quitter pour nous retrouver pour d'autres aventures. C'est vrai qu'on a parlé de l'accompagnement et de la formation de professionnels, on a parlé de l'information et de la formation. Sur ce que Fabrice vient de soulever, il y a effectivement la question des aides techniques qui ne sont pas forcément très développées, très connues, très adaptées. Y a-t-il des choses que vous aviez à dire, tout comme sur l'assistance sexuelle? Je rappelle qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas autorisé à en faire la promotion en France, en tout cas. Estelle, oui. J'avais levé la main et en fait, je trouve ça très intéressant ce qui s'est dit. Hop, je passe la main.
car ça fait le lien avec la dernière intervention que je voulais avoir. J'ai donné des ateliers de danse, j'ai co-animé, co-créé des ateliers de danse avec Corpuscule Danse pendant 5 ans à Montréal pour des personnes avec et sans situation de handicap. Et durant ces ateliers, on a vu l'impact que avait la danse dans la réappropriation du corps, dans la redécouverte des sensorialités et aussi des sexualités. Moi, j'étais assez proche de certaines personnes qui étaient devenues des amies. Et c'est cette réflexion que j'ai eue sur le lien entre les sports et la danse et les sexualités m'a amenée à participer à un colloque des sexologues et sexothérapeutes du Québec, où en supervision avec 2 sexologues, j'ai pu présenter un cas d'une jeune fille qui a commencé la danse avec nous à 19 ans, entre 19 et 21 ans en fait, et qui petit à petit en fait a pu se réapproprier son espace corps, mais aussi développer des compétences physiques qu'elle pensait ne jamais atteindre, notamment au niveau de l'ouverture du bassin, ce qui lui a permis d'avoir une sexualité pénétrative pénienne, chose qu'elle n'avait pas pu vivre avant, qui lui a permis aussi d'accoucher par voie basse. On parle d'une personne qui a une paralysie cérébrale et qui était extrêmement spastique avant de se mettre à la danse. Donc il y a un réel impact non négligeable et quantifiable, mesurable. Donc il y a des études qui existent là-dessus. Je pense qu'on pourra en faire encore plus pour pouvoir inclure effectivement le théâtre, la danse, les arts corporels dans l'approche de cette réappropriation du corps dans la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, dans des espaces mixtes ou non mixtes. Des fois, la non-mixité, ça fait du bien aussi. Concernant la question qui a été posée sur la fin de l'assistance sexuelle et des aides techniques, pour moi, c'est un vrai enjeu. J'en discute régulièrement avec des personnes concernées. Comment est-ce qu'on fait pour trouver du matériel pour nous aider à baiser comme on a envie de baiser? Pour dire les choses crûment, moi j'ai des problèmes articulaires et des problèmes musculaires majeurs. Il y a des moments où me tenir en appui sur mes genoux, c'est juste pas tenable. Et pourtant, si j'ai envie d'être dans cette posture-là à ce moment-là dans ma sexualité, bah, qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Donc, honnêtement, le fait d'avoir fait de l'escalade et du bondage, ça m'aide énormément dans ma vie sexuelle parce que du coup, j'ai plein d'outils qui existent et que je crée, que je retrouve ailleurs et que j'associe à ma vie sexuelle. Mais il y a un déficit à ce niveau-là en France qui est énorme. On ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas où trouver du matériel pour nous aider dans nos sexualités, on ne sait pas où trouver des professionnels des sexualités, des travailleurs, travailleuses du sexe qui auraient une formation initiale, une sensibilité, une connaissance de certains types de handicap ou d'une autre en particulier. On craint d'aller les voir, que ça soit maladroit, on est gêné. Des fois, c'est aussi des couples qui cherchent une tierce personne pour les aider, pour être juste en assistance. Et bah, c'est compliqué en fait. Et tant que la législation française, elle se bougera pas là-dessus pour sortir un petit peu son nez de la loi sur le proxénétisme, qui est extrêmement brutale envers les travailleurs et travailleuses du sexe et qui en plus bloque complètement toute avancée, toute perspective sur ces enjeux-là, ben on va droit dans le mur sur ces questions-là. Il n'y a pas d'issue. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'issue et tant que la loi elle sera telle qu'elle l'est, il n'y aura pas d'issue possible. Que la loi, de facto, bride complètement les choses, le développement de l'assistance sexuelle. Donc, il y a aussi un enjeu là, qui est un enjeu politique et qu'on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Merci. Merci. Alors, Agnès, ton micro, si tu veux intervenir. Oui, et Julien, on ne voit plus en fait depuis tout à l'heure. Oui, voilà. Moi, j'ai réactivé ma caméra. Je l'ai éteint. Ah non, on te voit. Moi, je
On ne te voit plus. En tout cas, moi, je ne te vois plus, donc je ne sais plus trop comment faire, mais ce n'est pas grave. Alors, le souci, c'est qu'on est à moins 3 minutes et qu'on a plusieurs mains levées, notamment des personnes qui n'ont pas parlé. Donc, je vais quand même enfin, je ne sais pas, je vous laisse quand même vous laisser poser la question. On va donner la parole à ceux qui n'ont pas parlé. Alors, les deux premières, pardonnez-moi, mais vous avez parlé. On va donner la parole à Jennifer et après Pascal. Jennifer? Oui, bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Donc, hier, j'étais là en tant que présidente de Parents Différemment et aujourd'hui, je me permets d'intervenir parce que je suis aussi la présidente, la toute nouvelle présidente de la PAS, de l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Donc, je vous remercie de tout ce que je viens d'entendre parce que c'est vrai que c'est un long chemin, c'est très, très compliqué dans la démarche à faire comprendre. Hein. Et je voulais aussi vous dire qu'en tant que personne, je suis en formation pour devenir sexothérapeute puisque j'ai eu l'occasion de faire un webinaire sur ma pathologie, sur le spina bifida. Et en fait, les propos qui nous ont été rapportés, c'est que lorsqu'ils ont fait, pour certains, ils ont franchi la porte des cabinets de sexologie, ils n'ont pas eu la réponse à leurs questions due à la problématique de leur handicap. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, la personne qui était face à eux, il n'y avait pas cette expertise sur le spina bifida, qui est quand même une maladie très, très complexe. Hein. On parle d'incontinence, on parle d'insensibilité. Et c'est vrai que par rapport à la sexualité, il y avait un long chemin à parcourir sur cette pathologie. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie beaucoup pour tous ces échanges parce que c'était vraiment très, très, très enrichissant. Merci. Merci, Jennifer. Pascal. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Eh bien, en quelques mots, je suis psychologue clinicien et puis je suis aussi membre de l'association Corps Solidaire et du comité de pilotage de la formation en accompagnement et en assistance sexuelle. Donc, juste en 2 mots, en effet, développer l'intimité, la vie affective et sexuelle, ça peut aussi, enfin, une des pièces de puzzle, ça peut être aussi l'accompagnement, l'assistance sexuelle, parce que tout début de sexualité passe par un jeu d'erreurs, d'essais, d'erreurs, de maladresse, et maladresse par rapport à son propre corps qu'on ne connaît pas, mais aussi par rapport au corps de l'autre. Et effectivement, les rencontres avec un professionnel, alors professionnel du sexe, pourquoi pas, mais formé surtout au handicap, ou une personne assistant à l'assistance sexuelle, c'est vraiment l'occasion de faire l'expérience en dehors justement du cadre aussi hétéronormé, parce que c'est souvent l'occasion d'expérimenter la sensualité, de découvrir plein de choses, et finalement d'apprendre à partager des gestes et du plaisir avec quelqu'un d'autre, pour après évidemment trouver son autonomie, c'est ça le but. Mais l'accompagnement à l'assistance sexuelle peut en effet être une des pièces de puzzle de ce développement à la vie intime, affective et sexuelle, et c'est une pratique existante de toute façon en France actuellement, même si c'est minime et même si on est entravé par la loi, elle existe et elle peut vraiment se réaliser dans le cadre d'une vraie démarche éthique bien construite et c'est ce que nous faisons au sein des associations. Voilà, merci. C'est d'ailleurs ce que... alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous tenir au courant de la réponse du comité national d'éthique sur ce sujet-là, mais c'est vrai que le CCNE reconnaît une forme d'éthique à la pratique de l'assistance sexuelle pour la première fois. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi souligner. Tout à fait, oui. Je peux, Julia, apporter mon témoignage en tant qu'accompagnante intime? Vas-y. Je me permets de rebondir sur Estelle, tout à l'heure les propos d'Estelle qui ont beaucoup fait écho aussi à ma pratique. Donc, par ailleurs d'être travailleuse sociale, je me suis formée auprès de Corps Solidaire justement pour aussi donc accompagner des personnes au sein d'un espace intime, corporel et sensoriel. Et j'ai aussi une pratique artistique. Et par rapport à la question du lieu et aussi justement de pouvoir proposer mon activité comme je la vois et comme je souhaite la réaliser,
c'est compliqué parce que pour l'instant, dans des chambres d'hôtel, c'est compliqué d'avoir justement un espace dédié. Et par exemple, pour les personnes qui sont sexologues ou des personnes qui accompagnent, où il y a vraiment un espace dédié, voilà, je trouve que ça serait intéressant de pouvoir aussi proposer des espaces qui sont dédiés à l'accompagnement intime avec, par exemple aussi, on a parlé de la danse, du théâtre, etc., mais la photographie aussi. Photographier des personnes qui sont en situation de handicap et aussi leur corps, comme j'ai pu aussi l'expérimenter, ça peut voilà, apporter aussi quelque chose aux personnes, en fait, de se voir en photo différemment, sous peut-être des angles qui ne se voient pas. Et donc, je me dis que ça pourrait être intéressant aussi de réfléchir à ces espaces-là d'accompagnement corporel, sensoriel et expérientiel. Merci. Je me permets une petite incursion, Julia, par rapport au chat pour les personnes qui ne peuvent pas le voir, parce que tout le monde ne peut pas voir le chat, donc il y a quelques petits commentaires. Alors, il y a une personne au téléphone, donc je ne peux pas dire qui parle, mais qui dit « Je suis sexologue en France et à Genève en Suisse. Pendant des années, lors des formations, beaucoup de professionnels ils aspirent que les assistants sexuels soient une possibilité. En Suisse, c'est légal. Et j'ai découvert qu'en fait, en Suisse, c'est une prestation très peu utilisée. » Donc voilà, c'est un témoignage, mais c'est intéressant aussi d'avoir cette portée-là. Il y a aussi des témoignages de personnes qui sont praticiens et qui disent qu'ils se déplacent dans les établissements et qui organisent des ateliers. Donc voilà, c'est un petit peu pour rebondir sur les différents propos. Voilà, vous m'excuserez si je ne peux pas tout lire, mais pour ceux qui ne peuvent pas voir le chat, de toute façon, on essaiera de vous mettre les liens des différentes propositions qu'il y a eu au niveau de ce qu'on renverra ensuite à la fin du colloque. On essaiera de vous mettre le maximum de liens. Hein, parce que là, il y a beaucoup de liens en fait, donc on ne peut pas les parler, les liens. Non, mais ce qui a été bien dans le chat, c'est qu'on a eu une émergence quand même de pistes, de solutions, de choses qu'on ne connaissait pas forcément, qui n'étaient pas forcément connues de tous, et ça c'est très bien. Donc on va essayer de les compiler pour ne pas les perdre, surtout ne pas les perdre, et pouvoir les retrouver. Je vous remercie. Alors, on serait bien resté encore un peu, mais malheureusement, on va devoir arrêter parce que on enchaîne avec un autre atelier dans un petit peu moins d'une demi-heure maintenant. Je sais que c'est frustrant pour ceux qui avaient peut-être encore d'autres choses à partager. Merci à tous les intervenants, toutes les interventions qui ont enrichi nos réflexions et nos propos. On espère que ça n'a pas été trop frustrant pour vous d'être comme ça en Teams, puisque c'est le logiciel que nous utilisons. On se retrouve peut-être, certains d'entre vous, dans quelques minutes dans le deuxième atelier. Sinon, pour d'autres, peut-être à demain ou à jeudi. Je vous remercie vraiment à tous. Et puis, si vous avez des remords, des choses que vous n'avez pas pu exprimer, des propositions, vous avez reçu via mon mail vos liens d'inscription. Donc, n'hésitez pas à répondre pour envoyer des propositions ou si vous voulez partager d'autres éléments. Voilà. Et ceux qui ont Teams, qui ont la conversation, ils ont la possibilité, après l'atelier, de continuer à poster quelques questions. Oui. Et de récupérer les liens. Et de récupérer les liens, voilà. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.